Affaire glyphosate, l'un des sujets les plus médiatisés ces jours-ci à l'international défraie désormais la chronique en Afrique et beaucoup plus au Bénin. Il aura fallu qu'un tribunal américain inflige la lourde amende de 290 millions d'euros à la société Monsanto pour la dangerosité du produit ayant été à l'origine du cancer d'un jardinier pour observer comme une levée donc de bouclier général, parlementaires, professionnels des médias, acteurs politiques et même de la société civile donnent désormais de la voix. Qu'est-ce que le produit glyphosate, son utilisation, quelle est sa toxicité, sa composition, la réglementation en la matière? Est-ce que le produit est véritablement dangereux pour la santé? En la matière, est-il interdit? Afrique, environnement, glyphosate, quelle alternative? C'est bien sûr le terme central de cette émission. Et pour en parler, je reçois pour vous les sachants du domaine et beaucoup plus ceux qui interviennent pour la protection de l'environnement. Là-dessus, Patrice Sagbo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes environnementaliste et trésorier général du réseau Djinoukou. Merci d'être là. Merci infiniment. En face de vous, c'est Fidèle Sousa. Il est le directeur de l'ONG Aquaded, qui est aquaculture et développement durable. Monsieur Sousa, merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. Alors, monsieur Sagbo, depuis peu, le sujet occupe le devant de l'actualité. L'Europe n'est pas du reste. Tout le monde entier s'accorde pour aujourd'hui dire que le produit glyphosate est une menace pour la santé de l'homme, menace sur l'environnement. Mais depuis 40 ans que ce produit existe, pourquoi avoir attendu autant de temps pour réagir? Merci, monsieur le journaliste. Personne n'a attendu autant de temps avant de réagir. Les débats, peut-être au Bénin, sinon à l'international, le débat est en cours depuis longtemps. Et le grand commerçant de ce produit qui s'appelle Monsanto, si vous avez eu l'opportunité de l'interroger, cette multinationale vous aurait dit que depuis longtemps, elle n'a jamais eu le temps, que ce soit aux États-Unis et en Europe. Donc, vous voyez, ici, nous n'avons pas la culture de la prévention. Nous sommes là et les choses tombent sur nos têtes. Donc, c'est comme ça. C'est à l'international que ça se produit et ça se répercute sur nous et nous ne disons rien. Sinon, tout le monde sait que vraiment ce produit, depuis longtemps, a été un tueur silencieux, un tueur actif de tout ce qui manipule ce produit qu'on appelle glyphosate. Et au-delà du glyphosate, c'est le problème de l'utilisation massive et abusive des pesticides et des fertilisants chimiques qui se posent. Si se pose, vous êtes Fidèle Sousa, vous êtes dans le développement durable. Vous avez donc été au contact de ces structures, de ces maisons de production dans l'élevage ou de l'agriculture qui utilisent les pesticides, les herbicides, dont entre autres le glyphosate. Est-ce que la science a prouvé que ce produit est dangereux pour l'organisme pour que aujourd'hui, avec vous et beaucoup d'autres ONG dont vous formez aujourd'hui un collectif, vous alertez l'opinion publique? En fait, c'est un vieux débat parce que c'est vrai qu'au Bénin, il n'y a pas eu beaucoup de recherches sur le glyphosate en particulier. Mais par contre, il y a eu beaucoup d'études sur les pesticides qui ont prouvé leur dangerosité non seulement pour l'environnement, pour les écosystèmes aquatiques, mais aussi pour l'homme. Au niveau international, il y a eu plusieurs études, il y a eu même des vidéos, il y a eu des témoignages. Il n'y a aucun doute aujourd'hui qu'au niveau international, il est démontré clairement que le pesticide glyphosate a un risque pour l'environnement, un risque pour la santé humaine. Et il faut être pro-glyphosate pour douter de la sincérité de ces études-là qui ont été faites au niveau international. Monsieur Sabou, oui. Au niveau international, d'accord, vous avez estimé que les débats se faisaient depuis fort longtemps. L'Europe avait déjà eu un deadline, mais aujourd'hui, en France par exemple, on attend 2020 pour pouvoir donc interdire l'importation du produit ou son utilisation dans les fermes. Est-ce que c'est au Bénin que vous allez demander aux autorités d'arrêter? Non, mais là-bas, ce qui est bon, c'est que tout citoyen peut se lever pour dire « je ne suis pas d'accord ». Et des lobbies se développent dans la société civile pour dire « je ne suis pas d'accord ». Nicolas Hulot a beau être dans le gouvernement de Macron, il dit « je ne suis pas d'accord ». Comme il a dit, personne l'a écouté, il dit « je démissionne ». C'est ça, comme ça que ça se fonctionne là-bas. Mais ici, en Afrique, nous n'avons pas la culture de dire non. C'est-à-dire qu'on n'a pas la culture de dire non à maman, l'enfant n'a pas la culture de dire non à papa,
Et aucun ministre ne peut dire non à son président de la République. Et vous voyez, la société civile, il faut un courage vraiment de faire pour dire je vais prononcer un tel sujet. Donc nous avons pris la décision de dire nous pouvons dire non parce que ça n'arrange pas nos populations au niveau santé, au niveau cadre de vie, parce qu'on a bien besoin des hommes bien portants pour développer le pays. Donc, nous devons nous arrimer sur l'actualité. Vous avez posé une question à mon ami pour dire est-ce que c'est dangereux ou pas. L'OMS même, qui est le garant de la santé mondiale, a dit que le glyphosate est probablement cancérigène. Si on commence par dire probablement, ça veut dire c'est un terme diplomatique. Ça, c'est pas fini. Moi, j'ai vu à l'Internet. C'est une université de Tours. C'est bien en France qui a montré que le glyphosate a un effet néfaste sur les moustiques. Ça, c'est écrit, noir sur blanc. Donc, on ne raconte pas des choses. Mais les moustiques ne sont pas comme les humains. Les moustiques, et ils ont dit, citation, cela démontre l'argument des fabricants qui expliquent que le glyphosate détruit exclusivement les plantes. C'est une découverte de constater que l'herbicide agit sur le système nerveux central des moustiques. Pour mesurer une éventuelle dangerosité sur la santé humaine à long terme, ce qu'il faut maintenant, c'est de tenir cette étude comme indice et de réaliser une étude sur les humains pour avoir s'il y a ou pas des effets sur la santé. Ça, c'est ça. Ne racontons pas de n'importe quoi. Deuxième chose, c'est en Argentine. L'Argentine est le royaume de la production du soja. Soja génétiquement modifié. Et lorsqu'on dit soja génétiquement modifié, c'est utilisation massive d'insecticides et de fertilisants chimiques. C'est le leader mondial de cette production-là. Il y a un monsieur, lui ne s'occupe que de remplir les réservoirs d'avions avec le glyphosate. Il a fait pendant longtemps. Qu'est-ce qu'on a vu? Malheureusement, votre consoeur TV5 a montré qu'il est décédé finalement il n'y a pas 2 semaines. C'est Tomasi. Il est décédé complètement. Et on a témoigné. Il s'est offert en témoignage contre les effets néfastes du glyphosate sur la santé humaine. Il en est totalement mort. Et vous voyez, donc on n'a pas besoin d'autres arguments pour développer. On vient de vous dire qu'aux États-Unis, Monsanto a été condamné le 10 août 2018 pour avoir utilisé un jardinier. Un jardinier a utilisé le produit pendant 2 ans. Et pourquoi on a condamné Monsanto? Monsanto sait très bien que dans ces documents internes, qu'il est déclaré que le glyphosate est dangereux pour la santé humaine. Mais il a caché ces informations-là aux utilisateurs. Et c'est pour ça que les juges sont allés voir dans les documents propres de Monsanto pour dire tu as menti. Et c'est ce produit qui a rendu cet américain-là, il est à la phase terminale d'une maladie qu'on appelle cancer. Qu'est-ce qu'on veut encore pour démontrer quoi que ce soit? Non, je vais vous dire, cette étude, regardez bien, cette étude a été financée par l'UEMOA. Dans notre pays, on a bien dit les pratiques paysannes de gestion des pesticides sur le maïs et le coton dans le bassin cotonnier du Bénin. C'est Abalikora et autres. Mais ce qui est dit ici, c'est dangereux pour les écosystèmes humides. Lorsque les gens vont installer les champs de coton à proximité de ces écosystèmes, et vous vous rendez compte après que les poissons, tous les poissons sont morts, ou bien les poissons accumulent des molécules, et ces molécules sont consommées par les hommes après. Qu'est-ce que vous allez dire? Les poissons changent de sexe. C'est dangereux. On en reviendra dans un instant, mais en France, on estime que le président a même été au-delà donc de la démission du ministre dont a parlé M. Sabo. Le président a quand même dit, c'est dans 2 ans que nous on va arrêter. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment une pression des lobbies dans ce sens-là? Ça, il n'y a aucun doute à cela, parce que c'est justement la présence des lobbies qui a été à l'origine de la démission de Nicolas Hulot. Et je vous dis, il n'y a pas de lobby plus puissant que les lobbies liés aux fabricants de pesticides, aux fabricants de produits pharmaceutiques. Les lobbies en France, imaginez si les lobbies en France, malgré
l'enracinement de la démocratie en France arrive à avoir des effets. Imaginez donc l'action de ces lobbies-là au Bénin. Et moi, je pense qu'il faut aller au-delà de l'action des lobbies et prendre des actions concrètes au niveau du Bénin pour finir non seulement avec le glyphosate, mais avec les pesticides en général. Et ce n'est qu'à cela qu'appelle la société civile aujourd'hui. Le collectif d'ONG alerte, mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est le fait d'aller au-delà d'une certaine dose que le produit devient dangereux pour la santé? Là, il faut être sincère. Moi, je vais vous dire une chose. Si le produit n'était pas dangereux, pourquoi le fabricant va-t-il dire détruisez les bocaux, les récipients après usage? Si ce n'était pas dangereux, pourquoi va-t-on dire avant usage, il faut se protéger le corps, les yeux et tout ça avant de faire? La question qui se pose aussi, on dit oui, il faut utiliser beaucoup d'abord. Non, mon frère. Lorsque vous pulvérisez, le produit va de manière incontrôlée dans l'air. Lorsque vous utilisez, le produit va polluer, même si l'eau était une eau potable, les gouttes, la vapeur, tout ça là, ça va contaminer l'eau de boisson. Ce n'est pas question dose. Si vous avez une nourriture qui est bien propre, on vous amène la nourriture et vous mettez une petite goutte d'insecticide dedans, même si vous mangez, vous savez, vous avez des réserves. Qu'est-ce qui va m'arriver? Ça, le problème qui se pose, c'est le problème de la qualité de la nourriture que nous prenons, la qualité de l'eau que nous buvons. Ce n'est pas la dose. Et lorsque les petites doses s'accumulent, ça conduit à des maladies chroniques, dont le cancer. C'est ça, monsieur le journaliste. Ce n'est pas question de dose. Lorsque ça rentre dans ton cœur, dans ton corps, ça fait certainement des dégâts. Et vous ne savez pas, de manière chronique, vous avez des problèmes après. Des ONG de défense de l'environnement, on en connaît aujourd'hui assez, surtout avec la série des COP aujourd'hui qui, depuis Paris 2015, ont pris de l'ampleur. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on est en train de faire parfois un procès d'intention parce que la science n'a jamais, de façon claire, affiché le côté cancérigène quand même du produit? Je ne pense pas. Permettez-moi de revenir un peu sur la question précédente posée à M. Sagbo. Vous imaginez, il y a des études scientifiques qui ont démontré que seulement 0,1% des pesticides que nos paysans pulvérisent dans les champs arrivent à atteindre leur cible. Il y a 99% de ces pesticides-là qui se retrouvent où? Mais tenez-vous tranquille, dans l'environnement, dans nos écosystèmes aquatiques, surtout dans le bassin cotonnier. Il y a eu très récemment, depuis 5 ans environ, il y a des recherches dans le bassin cotonnier pour essayer d'évaluer un peu le niveau de pollution de nos plans d'eau, de nos retenues d'eau au niveau du bassin cotonnier. Mais je vous dis, les résultats sont ahurissants. Et qu'est-ce qu'il faut encore comme preuve quand on nous dit que l'OMS classifie le glyphosate comme étant probablement cancérogène? Ça voudra dire qu'il y a un risque. Et qu'est-ce que l'on recommande? En face du risque, il faut se prémunir. En face du risque, il faut arrêter. Est-ce qu'il faut attendre que nos populations meurent d'abord? Est-ce qu'il faut attendre que nos ressources soient détruites d'abord par le glyphosate avant d'arrêter? Donc moi, je pense que ce n'est pas au-delà des procès d'intention. Il y a des preuves scientifiques irréfutables, aussi bien au niveau national qu'au niveau international, qui nous invitent à la prudence, qui invitent nos gouvernements à la prudence, surtout quand il s'agit de glyphosate, mais en général quand il s'agit de pesticides de synthèse. Alors, le glyphosate aujourd'hui, c'est le débat, ça dérange tout le monde, surtout les ONG dans la défense de l'environnement. Monsieur Sagbo, le produit est quand même connu pour la désherbation. Si aujourd'hui, il est question d'interdire, par exemple, comme vous le souhaitez, le glyphosate dans le cadre de coton, alors que c'est autant de surfaces qui sont emblavées dans ce cadre-là, qu'est-ce qui va participer donc à désherber facilement les champs? Voilà. Merci, monsieur le journaliste. Votre question, vous allez la garder, je vais revenir dessus. Nous n'allons rien dire ici de notre gré nous-mêmes. Cette étude a été réalisée par le projet qu'on appelle PPAO. Et c'est en 2016 seulement. C'est notre pays. Et ici, ils ont mis quand même dans leur littérature que le produit est dangereux. Ils ont dit les produits pharmaceutiques destinés à prévenir
et à combattre les ravageurs, les maladies, populations, ont commencé par révéler nuisibles à l'homme et à son environnement. C'est à nous qui avons dit ça. C'est pas nous qui avons dit ça, c'est le PPAO qui a conclu comme ça. Donc, tous ces produits sont dangereux. Regardez, moi lorsqu'on dit même risque là, pourquoi nous avons installé les hôpitaux? Pourquoi nous avons dit on doit se porter bien? C'est parce que nous voulons avoir le bébé depuis sa naissance, vaccination, ceci, eau potable. Mais on fait tout ça là pour tuer le bébé après? Non, c'est pas possible. J'attends maintenant la question que vous avez posée. L'alternative au glyphosate. L'alternative existe. Moi, je vais vous dire, depuis quand avons-nous commencé à produire le coton au Bénin? Depuis quand Monsanto est-il arrivé sur le marché agricole? Monsanto est arrivé sur le marché agricole vers les années 76-80. Le Bénin produisait du coton. L'Afrique produisait le coton. On produisait le coton comment? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est comment produire le coton, avec quoi, pour que les hommes qui les produisent se portent bien et l'environnement dans lequel on le produit se porte aussi bien. Mais la technique agricole dans le temps, avant l'arrivée donc de Monsanto, par exemple, c'était pas à dimension industrielle. Aujourd'hui, les surfaces sont plus grandes. Voilà. Et lorsque vous allez prendre la structure des acteurs impliqués dans la production agricole au Bénin, ils nous ont toujours répété que les petits paysans occupent plus de 80% de cette structure-là. Et ils ont entre 0,3 jusqu'à 0,5, 1, 2 hectares, 3 hectares. C'est ça qui fait la richesse de notre pays. Et nous, lorsque nous parlons de l'utilisation des pesticides, nous nous attaquons à l'alimentation, à l'environnement surtout, et au droit à la vie. C'est de ça que nous parlons. Vous voyez, non? Donc, nos populations n'avaient pas l'habitude d'utiliser du glyphosate pour aller désherber le champ. Non. L'utilisation du glyphosate profite à ceux qui les fabriquent et qui les commercialisent. Et ces méthodes sont arrivées à la fin de la Deuxième Guerre mondiale où les gens ont parlé de l'agriculture verte. Ils ont dit que c'est vert. Mais dans ça, il n'y a que la commercialisation des pesticides et des fertilisants chimiques. Et puisque nous sommes envahis par la guerre ici, nous sommes des marchés faciles. Et on prend nos impôts pour aller acheter du poison pour le pays. Ils activent des guerres dans des pays, ils font des statistiques pour dire oui, ils ont faim. Lorsque vous avez faim, on vous donne n'importe quelle qualité de nourriture. Vous ne pouvez pas refuser. Est-ce que c'est ça le droit de l'homme? Nul n'a le droit d'utiliser les aliments comme armes contre les populations. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Lorsque vous voulez donner de la nourriture à quelqu'un, il doit prendre de la nourriture de qualité et de quantité. Il a le droit de contrôler, de choisir sa nourriture. Lorsque vous ne le faites pas ici, ce n'est pas possible. Ça veut dire que lorsque vous dites que et on va produire le coton et tout ça là, la production du coton ne profite pas aux producteurs du coton. C'est ceux qui commercialisent les intrants chimiques, c'est-à-dire que les pesticides et les engrais chimiques. L'argent va dans leur poche. Et le reste, c'est le producteur petit de Banikwara, de Tchoubi-Tchoubi, qui souffre après. Il n'a même pas de sécurité sociale pour eux. C'est dangereux. Si on pouvait faire l'étude d'impact de l'utilisation de ces pesticides sur les utilisateurs de ces produits, on aurait arrêté depuis la production du coton parce qu'on aurait montré les résultats aux utilisateurs directs. C'est ça. Monsieur Sosa, est-ce que vous êtes d'accord que le coton aujourd'hui ne profite pas véritablement aux premiers acteurs, c'est-à-dire les cotonculteurs qui sont dans les champs? Je suis à 1000% d'accord. Parce qu'il faut être à Cotonou pour penser que le coton profite aux producteurs de coton, que le petit producteur de coton de Banikwara, de Kani, de Gogounou et autres est un homme riche. Je vous demande de faire un tour, par exemple, à Banikwara qui est la première commune productrice de coton au Bénin. Ça fait environ 40% de tout le coton du Bénin. Mais je vous dis, vous êtes dépaysés quand vous allez à Banikwara. Si vous comptez le nombre de villages de Banikwara sans électricité, le nombre de ménages sans radio, une simple radio pour écouter, mais là, vous êtes ahuri. Moi, je pense, et aujourd'hui, ce n'est plus à démontrer, plusieurs études au niveau du Bénin ont démontré que le coton, en réalité, ne profite pas aux producteurs de coton. Certes,
C'est l'une des cultures qui permet aux producteurs de coton d'amasser de l'argent en bloc, d'avoir un cash en gros. Mais ce cash, ça sert à quoi? Ce cash, ça sert à payer les dettes d'intrants. Ce cash, ça sert à payer les semences de coton. Ça sert à payer les pesticides, les tonnes de pesticides que l'on déverse au niveau de nos écosystèmes, surtout dans le bassin cotonnier du Nord Bénin. Alors, on reste donc avec vous. Aujourd'hui, quelle alternative vous pensez qu'on doit préconiser? M. Sabo pense qu'on doit retourner aux techniques culturelles d'il y a des années 60, mais là, c'est éreinté. Les populations, elles ne pourront donc pas emblaver autant de surface. Aujourd'hui, on travaille à dimension industrielle quand même. Monsieur Sabo, en fait, on a l'impression qu'aujourd'hui, notre agriculture est industrialisée. Mais c'est archi faux. Ah bon? C'est archi faux parce que... Il y a quand même les machines agricoles qui sont là, les tracteurs. Aujourd'hui, les paysans ne vont plus beaucoup plus au champ avec des roues quand même. Les 80% environ de nos agriculteurs pratiquent une agriculture de type familial. Qui suppose quoi? Une agriculture intensive en main-d'œuvre, une agriculture où l'on utilise peu de machines, où l'on utilise peu d'intrants importés. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il est encore 10 fois plus facile au Bénin de revenir à un système plus raisonnable, à un système moins dépendant des pesticides que la France. Et pourtant, la France fait des efforts dans ce sens. Pourquoi est-ce que le Bénin ne pourrait pas faire pareil? Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est une volonté politique. Il faut que notre gouvernement, nos gouvernements affichent la volonté de revenir à des systèmes plus respectueux de l'environnement, à des systèmes plus respectueux de la personne humaine. Vous imaginez combien de milliards on investit pour subventionner les engrais chimiques au Bénin chez nous? Combien de milliards on investit pour subventionner l'achat des pesticides qu'on utilise pour le coton? Il aurait suffi, par exemple, qu'on mette la moitié de ces fonds dans la recherche pour développer des alternatives plus viables, aussi bien aux paysans qu'à l'environnement, qu'à la nature qui nous abrite. Moi, je pense que des alternatives sont possibles. Aujourd'hui, par exemple, quand vous prenez la situation de Cotonou, on nous a toujours dit qu'on ne peut pas produire les cultures maraîchères sans pesticides. Mais aujourd'hui, déjà à Cotonou, il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs maraîchers qui, depuis des années, produisent des tonnes de produits maraîchers bio chaque année, sans une seule goutte de pesticides. Pourquoi ne pourrait-on le faire dans le bassin cotonnier? Il y a eu le professeur Vaudouret à la FSA qui, depuis des années, tente de développer, de promouvoir le coton bio. Mais pourquoi ne pas accompagner ces acteurs qui réfléchissent chaque année à des alternatives meilleures pour notre environnement? Moi, je pense que c'est une question de volonté et c'est ahurissant quand les autorités viennent à la télé nous dire qu'il n'y a pas d'alternative. Il y a bien d'alternatives. Il suffit seulement que nos gouvernements, il suffit seulement que l'État béninois ouvre les yeux, il suffit seulement que l'État béninois cherche à promouvoir ces alternatives et on les aura. Il y a plusieurs jeunes au Bénin aujourd'hui qui se lancent dans la production de pesticides bio, de biopesticides. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes-là? Est-ce qu'on les encourage? Vous imaginez, pendant que notre gouvernement prend des milliards pour aller acheter des pesticides à des multinationales en France, en Belgique, aux États-Unis et autres, on ne cherche même pas à mettre un franc au niveau de ces entreprises-là qui aujourd'hui, au niveau du Bénin, cherchent à produire des biopesticides pour la santé de notre environnement. Voilà, justement, M. Sabo, vous êtes sur le terrain, vous avez toujours dénoncé les gouvernants, mais que faites-vous pour que la recherche soit également encouragée dans ce sens? Parce que, oui, les alternatives que vous proposez, d'accord, mais on peut également les développer à dimension industrielle pour favoriser donc la culture à haute dimension également. Mais malheureusement, la recherche au plan local n'est pas encouragée et donc la voie est toute libre pour que les autorités puissent continuer par investir ou déverser donc sur le marché public tout ce que vous dénoncez aujourd'hui. Vous voyez, on ne peut pas être plus sourd que celui qui va entendre. Les études dont je vous ai parlé sont financées par le Fonds national. C'est le PPAO quand même, non? PPAO. C'est eux qui développent l'agriculture, ceci avec des filières. C'est eux qui s'occupent des filières. C'est ça. Vous regardez, ici, on a dit effet de l'utilisation des pesticides sur la santé et l'environnement dans le maraîchage et les sites de Cotonou. C'est ça, c'est une thèse, ça. C'est l'argent du Bénin qui a fait ça. Ici, ce document a été financé par le Japon pour évaluer les risques. C'est ça, des pesticides. Donc, c'est l'argent de l'État. Donc, si on a tout ça, là, ça veut dire que la recherche fait tous les jours son travail. Mais la recherche n'a pas l'argent pour se situer à la décision étatique pour dire maintenant nous y allons. Vous voyez? Donc les recherches existent, les résultats de recherche existent. Il faut la volonté politique, comme il a dit, pour dire
Chaque année, nous consacrons 1% de notre budget à la recherche, à la mise en place des résultats, à la concrétisation des résultats dans l'agriculture pour dire on fait ci, on fait ça. Pourquoi on ne fait pas ça? Moi, je pense que laissons les gouvernants à leur place. Et disons-nous, ce qui nous importe, citoyens, béninois, consommateurs simples, c'est notre santé. Nous ne pouvons plus accepter qu'on nous donne n'importe quoi à manger. Nous refusons. Et nous devons avoir la veille citoyenne sur tout ce que nous mangeons. Et quels sont les lobbying que vous entretenez dans ce sens-là? Le seul fait que la presse accepte que nous menions ce débat est déjà suffisant. Il faut que les populations prennent conscience de ce qu'on leur dit. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'à Cotonou, à Porto-Novo et dans n'importe quelle région de notre Bénin où on produit de la laitue, on met du pesticide, insecticide directement sur la laitue. Laitue là, c'est ce qu'on appelle salade. Et c'est directement. Qui a préparé salade sur l'eau, le feu, avant de manger? Personne ne fait ça. C'est que tu consommes directement et tu te tues tous les jours. Carottes, et légumes, tout ça. Et tu ne te rends pas compte de ça. Mais moi, ça me cœur. Vous faites peur aux populations. On ne fait peur à personne, c'est ce qu'ils mangent tous les jours. Mais le crin-crin, c'est la même chose. Le crin-crin, là, c'est la même chose. Les poulets sont élevés également dans les mêmes conditions. Non. Les poulets ne sont pas élevés dans les mêmes conditions. Lorsque vous allez à Savi, à Ouida, à Tanguieta, à Parakou, vous voyez les poulets dans la cour. Mais c'est à l'état sauvage, ça. Mais non, c'est pas... C'est des espèces domestiques, bien sûr, monsieur le journaliste. C'est des espèces domestiques. Ce qui se fait ici... Les poulets chers. C'est ça la même chose. On les dope avec des produits chimiques. Mais lorsque vous choisissez de manger les œufs que vous mangez tous les jours, personne ne contrôle quoi que ce soit. Si vous voyez les emballages des produits, on dit contient des résidus de ceci et de cela. Et pour ça, pour la viande, vous devez observer un temps d'attente. Pour les œufs, pareil. Mais qui observe ça ici? Personne n'observe ça ici. Et ce que les gens mangent, ce n'est pas des œufs, c'est des ovules fécondés, c'est tout. Ce qu'on mange à Cotonou, là, comme œufs de table, ce n'est pas des œufs, ce sont des ovules. Je crie haut et fort. C'est des ovules qu'on a fécondés par des méthodes chimiques artificielles pour donner ce que nous avons là. Un œuf, c'est l'association d'un ovule et d'un spermatozoïde. C'est ce qui donne vie. Cela se retrouve chez nos espèces qui sont dans nos cours à la maison. Ce n'est pas dans les basses-cours où vous avez une seule poule qui reste là. On le donne, et on a des œufs après. Non, ça c'est notre problème. On va revenir dessus. Mais ici... Et ça aussi constitue une menace pour la santé? Ah, mais c'est ceux qui en mangent là, c'est le problème. Ici, ce que nous disons est plus sérieux. Ici, on a dit pesticides. Ça veut dire cide. On nous a appris à l'école que si tu dis en temps cide, c'est que ça tue. Cide, ça tue. Herbicide, ça tue les herbes. Insecticide, ça tue les insectes. Et lorsqu'on dit champignons et autres, c'est la même chose. Ce qui tue ne peut jamais être admis dans la nutrition, dans l'alimentation. Il doit toujours avoir d'autres méthodes de comment. Avant, moi je connais une association de femmes qu'on appelle Association des femmes vaillantes et actives du Bénin. Elles sont à Banikwara. On leur a dit, on ne peut pas vous donner de terre pour la production de coton. Vous n'avez pas droit aux intrants. Mais je connais une structure qui leur a donné une petite formation sur comment on produit le coton bio. Allez à Banikwara. Le Bénin achète ces produits, ce coton, chez ces femmes-là, jusqu'à présent. Je connais. Si ces femmes le font et on arrive à vendre sur le marché international, ça veut dire que quelque chose est possible. On ne dit pas que tout le monde fera le coton bio. On peut réserver des espaces pour ceux qui veulent faire du coton industriel, mais totalement à l'écart de toute pollution des écosystèmes humains et de la contamination humaine. C'est possible. On ne fait pas ça. Il n'y a pas de discernement. Lorsque vous entendez 600 000 tonnes de coton, ce n'est pas qu'on a produit sur les mêmes espaces. C'est que les espaces sont en train d'être gagnés tous les ans. Mais qu'est-ce qui va rester? Je pose une question. Je dis, a-t-on encore le droit de manger ce qu'on veut, qui est sans pesticides aujourd'hui dans notre pays?
nous devons, en tant que consommateurs, avoir le choix de notre nourriture. Est-ce qu'on va contaminer finalement tous les écosystèmes et polluer tout et nous serons assujettis au poison au quotidien? Ce n'est pas possible. Moi, je demande à tous les consommateurs béninois qui m'écoutent qu'ils n'ont pas assez d'argent. Le peu d'argent que vous avez, consacrez-le à votre alimentation parce que, comme le dit l'autre, que votre alimentation soit votre médicament et que votre médicament soit votre nourriture. Alors, en Europe, aujourd'hui, M. Fidel Sabo, M. Sosa plutôt, on parle beaucoup plus de l'agriculture bio. Ben, on a comme l'impression que sur le continent africain, il y a beaucoup plus au Bénin, puisque c'est là où votre ONG intervient. C'est plutôt le contraire. On travaille beaucoup plus à industrialiser l'agriculture et donc à investir les pesticides et les machines également pour les techniques agricoles. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'on peut inverser la donne? Tout le monde est-il contaminé, finalement? D'abord, tout le monde est contaminé aujourd'hui. Vous et moi, nous sommes contaminés aujourd'hui. Et encore plus quand on est à Cotonou. Parce que, vous voyez, le problème du débat autour des pesticides, c'est qu'on a l'impression que le premier concerné, c'est l'État et le deuxième, c'est le paysan. Mais on se trompe largement parce que nous sommes aussi concernés. Vous imaginez, il y a eu des études aujourd'hui, il y a le projet Aquatos qui est une coopération entre des universités belges et des universités du Bénin qui ont démontré par exemple que pratiquement la plupart de nos plans d'eau sont pollués. Le poisson que vous consommez ici, le poisson du lac Noukoué, il a été démontré très récemment que les poissons pêchés, la plupart des poissons pêchés dans ce cours d'eau contiennent au moins 5 différentes molécules de pesticides. Pareil pour le fleuve Ouémé, la vallée de l'Ouémé, la deuxième richesse en Afrique après la vallée du Nil. Cette étude a démontré qu'au moins, dans chaque poisson, on a au moins 5 différentes molécules de pesticides. Ce que nous consommons, Sabo l'a dit tout à l'heure, en fait, on a l'impression que c'est une communication de la peur, mais en réalité, c'est une communication réelle. C'est ce qui se passe aujourd'hui qui se dit. La culture bio, sa promotion se fait un peu partout en Europe, mais au Bénin, il faut constater heureusement qu'il y a des acteurs du secteur qui aujourd'hui prennent conscience de la nécessité de produits bio. Parce qu'en réalité, quand on produit bio, c'est aussi bien pour la santé de l'homme que pour la nature. Et aujourd'hui, il y a des initiatives un peu partout. Il y a la FAEB, par exemple, la Fédération des agriculteurs bio du Bénin. Il y a des initiatives au niveau de Vimas à Sémé. Il y a des initiatives, il y a des postes d'initiatives un peu partout au Bénin qui déjà nous démontrent que c'est possible de produire tout au long d'une année avec 0% de pesticides, avec 0% d'engrais chimiques. Mais dis donc, vous ne savez pas l'effet que ça fait sur l'environnement, l'effet que ça fait sur la santé humaine. Vous imaginez aujourd'hui, je pense que le problème qui se pose, nous, ONG, aujourd'hui, on a tendance à dire c'est le gouvernement, c'est le gouvernement, c'est le gouvernement. On a tendance à dire que l'État doit agir. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on change également de communication en disant les consommateurs doivent agir. Moi, je me rappelle quand j'étais au lycée, il y avait l'un de nos professeurs qui nous disait que le Béninois creuse sa tombe avec ses propres dents. Et ça, c'est vrai. Aujourd'hui, quand nos femmes vont au marché, qu'est-ce qu'elles recherchent? C'est la salade la plus jolie. C'est le légume sans trace. C'est le légume sans morsure d'insectes. Eh bien, ce légume-là que vous recherchez, c'est le légume qui a réussi à avoir plus de pesticides. Aujourd'hui, nous devons amener le consommateur béninois à faire changer les choses à travers l'argent qu'il sort, à travers l'achat qu'il opère, à travers le choix d'achat qu'il opère. Le consommateur béninois doit amener le producteur à changer de pratique de production parce qu'aujourd'hui, il n'est plus à démontrer que c'est possible. Nous moi, personnellement, qui en parle, depuis 2 ans, nous avons une ferme qui a permis de démontrer à des paysans de Ouedo, à des maraîchers de Ouedo, ici tout près à Calavi, qu'il est possible de produire du baume, il est possible de produire de la salade sans aucune goutte de pesticides, sans aucun grain d'engrais. Et c'est ce que Djinoukou a compris en installant dans la zone où on a installé tous les maraîchers à Djefa pour montrer dans ce lot
qu'il est bien possible de produire différemment, sans pesticides et sans engrais chimiques, et allez voir, les comportements sont en train d'être changés au niveau de toute cette masse-là. Voilà. Monsieur Sagbo, oui. En avril dernier, tout le monde, la presse internationale également, en a fait écho, oui. Des tonnes de poissons sont morts dans un lac qui n'est quand même pas dans le bassin cotonnier. L'incident a été pris au sérieux par les autorités gouvernementales et surtout le ministère de l'Agriculture. Et un rapport a été produit. Il n'y a pas eu de cas de contamination. En tant que ONG, vous avez mis des investigations. Qu'est-ce qui a pu occasionner la mort d'autant de poissons en un laps de temps? Voilà, donc c'était dans la nuit du 19 au 20 mai 2018 dans le Mono. Et, voilà, et nous avons été 2 jours après le passage du ministre, nous y aussi nous sommes rendus là-bas. Et nous avons constaté quoi? Nous sommes allés sur le site de l'entrepreneur privé qui a installé des poches dans le lac. Autour du lac se mènent des activités agricoles qui utilisent des pesticides. On nous l'a témoigné. Nous avons vu des pêcheurs sur le plan d'eau en train de pêcher, alors que 2 jours avant, on nous avait dit qu'on a pris des dispositions pour qu'aucun accès à ce lac ne soit plus possible. Nous avons vu des poissons pêchés vivants et qui sont venus, on a vu. On a interrogé les gens sur le terrain. Les versions étaient contradictoires, tant chez le privé que chez les locaux, les pêcheurs locaux, que chez les élus locaux. On a eu même la chance de rencontrer le directeur départemental de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, qui nous a parlé très brièvement. Donc lorsque nous sommes revenus, nous sommes tus parce qu'on dit qu'on attend les résultats du laboratoire. Mais jusque-là, les résultats du laboratoire sont demeurés résultats provisoires. Ça fait plus de 4 mois. Est-ce que l'état provisoire de ces résultats permet à l'autorité de prendre des décisions utiles pour la suite de cette question-là? Non. Donc, nous pensons que lorsqu'on parle de 10 tonnes de poissons qui ont été détruits dans le lac, il se pose 2 questions. Est-ce que c'est les poissons du lac ou bien c'est les poissons du privé? Autre chose, ce n'est qu'une espèce de poisson, c'est des tilapias. Est-ce que dans le lac, il n'y a que des tilapias? Vous voyez? Donc c'est beaucoup de questions qui se posent à nous et nous ne pouvons pas les garder parce que ça peut se produire demain. Nous nous laissons tous et toujours envahis par des problèmes et nous n'avons pas de perspectives de prévention, alors que la prévention vaut mieux que les réactions. Lorsque les problèmes surviennent, c'est souvent trop tard. Ils n'ont enfoui que 1 tonne 300 kilos sur les 10 tonnes. Le reste est passé où? Ça s'est parlé à Thiémé. Le reste est passé où? Le reste est passé où? Si la thèse du laboratoire était confirmée, parce que le laboratoire a affirmé d'office que c'est une intoxication. Donc, c'est des gens qui ont consommé ces poissons intoxiqués. Est-ce qu'on les a recherchés? Qu'est-ce qui est advenu après? Est-ce que nous allons rester comme ça? Ce sont des questions que nous posons et nous obligeons le gouvernement, le ministre et les autorités, les décideurs, à prendre des décisions pour que demain, on ne puisse plus assister à ces gens. On ne gère pas un pays comme ça. C'est notre alerte, ça. Monsieur Sousa, aquaculture et développement durable, c'est votre ONG. Cette question devrait normalement aussi vous préoccuper à plus d'un titre, parce que c'est votre domaine, pour être plus précis. Qu'est-ce que vous avez fait à ce niveau en termes d'investigation aussi? Vous avez aussi des étonnements jusqu'à l'heure où nous parlons 4 mois après? Oui, nous avons toujours des étonnements. Déjà au lendemain du drame, on a fait partie d'une délégation, on était parti avec M. Sagbo et un autre sur les lieux pour constater le drame et essayer de faire des entretiens avec les pêcheurs, avec le fermier pour avoir des pistes et essayer d'élucider ce drame-là. Et je suis bien désolé de le dire, si on a remis le sujet sur le tapis, c'est bien parce que des mois après, on n'a pas pu identifier avec précision ce qui est à la cause de ce drame. Et nous estimons que c'est suffisamment dangereux
qu'un truc comme ça se produit sur l'un de nos plans d'eau et qu'en tant qu'ONG et surtout en tant qu'État, en tant que gouvernement, on ne puisse pas rassurer l'opinion publique. Mais les autorités l'ont fait. C'était pas aussi dangereux la situation. Les autorités l'ont fait. Mais comme nous l'avons dit dans la déclaration de la dernière fois, les preuves apportées par l'autorité ne sont pas du tout convaincantes. On ne peut pas nous dire que des tonnes de poissons au niveau du lac Taho sont morts tout simplement du fait d'une intoxication. Pas des antibiotiques, pas des produits vétérinaires. Ça, c'est pas rassurant. Et au niveau du groupe d'action pour le lac Taho, nous avons estimé que beaucoup d'erreurs ont été commises déjà dans la méthode de prélèvement, mais aussi dans l'interprétation des résultats qui ont été divulgués par le labo central. Et justement, si on est revenu sur cet événement, c'est pour que le gouvernement, notre gouvernement, pour que nos autorités, pour que le ministère de l'Agriculture, le ministère du Cadre de Vie puissent revenir encore à la charge et nous dire nous avons continué, pas fait les recherches et voici ce qu'on a trouvé, voici ce qu'on a comme cause par rapport à la situation qui est intervenue au niveau du lac Taho, parce qu'on a l'impression, l'opinion publique a l'impression que ce drame-là a été déjà élucidé, mais nous, au niveau du groupe d'action, nous sommes certains que rien n'a encore été fait et beaucoup de choses peuvent être encore faites pour éviter que de pareils drames se reproduisent au niveau de nos autres lacs au Bénin. On va bientôt sortir de cette émission, M. Sabo. Au-delà donc de votre titre de trésorier au niveau de Djinoukou, vous êtes quand même vétérinaire. Est-ce que vous pensez qu'un produit vétérinaire qui est censé quand même venir en aide au plan sanitaire aux poissons ou en tout cas à tout ce qui est animaux peut également les tuer? Un produit vétérinaire, si ce n'est pas un poison, si c'est un médicament, ne peut pas tuer comme ça des espèces, je ne pense pas. Et ces espèces étaient là depuis. Ces poissons avaient presque 6 mois d'âge et étaient prêts à être lancés sur le marché pour être commercialisés. Pourquoi c'est alors à ce moment-là? Non, il faut que les gens trouvent d'autres arguments au lieu de tromper le peuple. Lorsque vous mangez un œuf aujourd'hui, un œuf de table que les gens vendent à Cotonou partout, sachez qu'il y a antibiotiques dedans, tous les jours. Les poussins, les poules qui donnent ces œufs ont ces antibiotiques dans leur corps tous les jours. Tous les jours. Et ceux qui mangent ça, on les a tous les jours. Ça, je suis convaincu de ce que je dis. Pourquoi ces poules-là ne meurent-ils pas? Ne meurent-elles pas? Pourquoi nous, qui les consommons tous les jours, on ne le meurt pas? Ça veut dire que, qu'est-ce qui s'est passé? Les populations nous ont parlé du changement de couleur de l'eau. Et elles nous ont parlé de l'élévation de température au niveau du lac. Pourquoi ne pas investiguer sur ces éléments-là? Pourquoi? Mais on a dit, le prélèvement de poissons a été fait dans le lac ou bien dans les poches, installées par le privé. Voilà tant de choses qu'on n'a pas élucidées et qui nous écœurent. Donc, moi, je pense que on doit punir. Je dis, nous devons punir le directeur du laboratoire là. On doit le punir. Et il faut féliciter le ministre qui a été d'urgence sur le terrain. Il faut féliciter le directeur départemental de Mono qui a été d'urgence sur le terrain. Il faut féliciter toute la presse de l'OCOSA qui a fait un travail de sensibilisation énorme. Mais après, le ministre n'a pas que ça à gérer. Le gouvernement n'a pas que ça à gérer. Le directeur qui est un cas technique, il faut le punir. Le jour où on va le punir, moi, il saurait que le gouvernement travaille. Monsieur Sosa, on va sortir de cette émission. Qu'est-ce qu'on retient? Au sujet du lac Taho, on retient que rien n'est encore fait. On retient, en tout cas au niveau de la société civile, que les preuves brandies par le laboratoire central ne sont pas suffisantes, surtout quand on sait qu'avec les poissons, on utilise très peu d'antibiotiques. En tant que spécialiste du domaine, je peux vous le dire. Et donc, nous estimons que ce n'est pas les antibiotiques, il faut aller au-delà de cela. Il y a eu plusieurs autres indices, tels que la couche de mousse au niveau du plan d'eau et bien d'autres choses qu'il faut investiguer. Au sujet des pesticides, je voudrais revenir en guise de conclusion et dire que nous ne faisons pas la chasse à l'homme. Ce que nous demandons, ce que la société civile demande aujourd'hui, c'est que notre gouvernement soit beaucoup plus regardant, qu'on évite de nous dire que nous voulons produire 10 000 tonnes de coton, 60 000 tonnes de coton, 600 000 tonnes de coton. On va être premier producteur de coton. Si on est premier producteur de coton, c'est pour qu'à la fin, on puisse avoir un développement
développement durable. Et donc, nous voulons que des actions soient également faites dans ce sens-là. Monsieur Sabo, je conclus à votre place parce que le temps est parti. Donc, à cette émission est terminée, ce qui est sûr. Aucun des acteurs présents donc, sur ce plateau, comme moi, les ONG, le collectif réuni, ne souhaitent donc que les citoyens du Bénin périssent du fait des pesticides. Donc, il est possible de faire donc, de l'agriculture bio et d'atteindre donc les résultats du développement au même titre que les nations aujourd'hui. Devant nous, à chacun et à tous, merci de nous avoir suivis. C'était donc votre émission ici et ailleurs consacrée à la protection de l'environnement et surtout des alternatives aux produits glyphosate. À chacun et à tous, donc une fois de plus, le débat reste ouvert. Vos contributions sont attendues pour que l'environnement soit davantage préservé. À très bientôt.